Salut tout le monde. Dans ce 6e épisode de la série sur l'origine des anciens Égyptiens, on va continuer la chronologie de la 4e dynastie avec le règne de Djedefre. Pour ce faire, j'ai rassemblé et synthétisé de nombreux documents sur le sujet, comme par exemple les découvertes d'Émile Chassina et les études très intéressantes de Michel Valogia. On va aussi parler du site d'Abu Rawash, que les chercheurs ont pu notamment analyser grâce aux nouvelles technologies. Et comme d'habitude, je vous laisserai bien évidemment la plupart des sources dont j'ai eu besoin en description. Bon allez, on perd pas de temps, c'est reparti. Avant de commencer avec Djedefre, revenons rapidement sur la descendance du pharaon Khéops. Ce dernier avait au moins 2 épouses différentes, mais peut-être 4. Il eut 12 enfants, dont Kawab Ier, qui était son fils aîné et donc le prince héritier. Mérititès Ière était la mère de Kawab Ier, et ce dernier était marié à sa sœur Hétépérès II. Il était censé être le successeur de Khéops, mais il est mort presque en même temps que son père, et n'a donc pu prendre cette charge. D'ailleurs, certains spécialistes pensent que Kawab Ier aurait été assassiné par son frère cadet Djedefre, mais nous en reparlerons un peu plus loin dans la vidéo. Bref, Djedefre ou Redjedef, connu également sous la forme hellénisée de son nom Didoufri, ou bien encore Djidoufra, succéda donc à son père Khéops, et Hétépérès II, sa demi-sœur et veuve de Kawab Ier, deviendra rapidement sa femme. Cela a amené quelques spécialistes à penser que cette union fut nécessaire pour légitimer ses prétentions au trône, surtout si sa mère était une épouse secondaire de Khéops, donc pas de sang royal. Par ailleurs, cette dernière n'est pas connue avec certitude, mais les chercheurs pensent qu'il s'agirait de Noubé. Redjedef, qui veut dire « Ré est stable », est donc le 3e pharaon de la 4e dynastie. Il fut le roi qui introduit le titre royal Saré, signifiant « fils de Ré ». Il est donc le premier à relier le nom de son cartouche au dieu solaire Ré, ce qui est considéré comme une indication de la popularité croissante du culte du dieu solaire, non seulement à Héliopolis, mais dans toute l'Égypte. Sa titulature royale comporte 4 noms. On a le nom d'Horus, Khépère, le nom de Nepti, Khépérem, le nom d'Horus d'Or, Bikou ou Nébou, et pour finir, son nom de naissance, Djedefre ou Redjedef. Il n'a laissé que peu de traces de son règne, d'autant plus éclipsé que placé entre les 3 rois illustres de la 4e dynastie, qui sont Khéops, Khéphren et Mykérinos. Djedefre régna aux alentours de 2528 avant notre ère. Les listes royales le situent entre Khéops et Khéphren. Le papyrus de Turin a une lacune sur son nom et lui compte 8 ans de règne. Manéthon le nommera Toise et lui compte 25 ans de règne. Les chercheurs ont la certitude qu'il organisa les funérailles de son père, grâce notamment à la découverte en 1954 des fosses à barque solaire à côté de la Grande Pyramide par l'égyptologue égyptien Kamal el-Malak. Sur l'une des dalles du plafond de la fosse est apposé un cartouche nous indiquant que la construction du bateau et sa mise en terre furent ordonnées par Djedefre. On trouve aussi une date nous indiquant le 11e recensement du bétail. Mais comme on ne sait pas si ce comptage avait lieu tous les ans ou tous les 2 ans, on ne peut être certain de la durée exacte du règne de ce roi. Plus récemment, une équipe de fouilles du Front National de la Recherche Suisse et de l'IFAO, dirigée par Michel Valogia, ont découvert sur le site d'Abu Rawash des marques de carrier qui indiqueraient des dates de recensement du bétail. Cela permet donc de situer le règne de Djedefre dans une fourchette comprise entre 11 et ou 23 ans. Cela remet tout de même largement en cause l'idée d'un règne court. On a aussi Carlo Bergman, qui a fait une trouvaille sensationnelle à une centaine de kilomètres de l'oasis de Dakhla, dans le désert de Libye. Il est tombé sur une colline de grès qui contenait un certain nombre de peintures et de gravures, mais surtout une série d'inscriptions hiéroglyphiques indubitables nous indiquant qu'une expédition y fut menée. L'inscription principale date du roi Khéops, tandis que la seconde date du règne de son fils Djedefre. Une inscription nomme l'endroit comme la montagne d'eau de Redjedef, indiquant son statut de dépôt d'eau possible. Après la mort de Djedefre, ce n'est pas un de ses fils qui monte sur le trône, mais son demi-frère Khéphren. Depuis le début de l'Égypte pharaonique, en règle générale, la succession se faisait de père en fils. Ce changement a donc donné lieu à de nombreuses spéculations.
Ainsi, George Andrew Reisner suppose qu'après la mort de Khéops seraient survenus des conflits familiaux et 2 branches de la famille auraient combattu pour le pouvoir. Par conséquent, la question de savoir pourquoi ce n'est pas un de ses fils qui lui succède reste ouverte. À 8 km au nord-ouest du plateau de Gizeh se trouve le site d'Abu Rawash, ou Abu Roash. Bien qu'il semble s'agir d'un endroit quelque peu éloigné, la région elle-même était clairement connue des anciens Égyptiens. La zone en surbrillance contient une nécropole avec des cimetières allant de la 1re à la 6e dynastie. À proximité se trouve également une structure en briques crues, décrite par Lepsus comme une pyramide. Mais l'endroit qui nous intéresse sont les ruines d'une ancienne structure demeurant au milieu d'une zone militaire de haute sécurité, où l'accès est interdit aux touristes. Il faut donc tout d'abord déterminer ce qui a été construit sur ce site, et s'il s'agit d'une pyramide, ou comme le pense Vassil Dobrev, d'un temple solaire, ce qui, entre parenthèses, me paraît peu probable. Ou bien encore si la structure a été terminée, abandonnée en route ou volontairement détruite, et aussi pourquoi ce site a été choisi. Pour ce faire, j'ai consulté plusieurs documents, et la première description connue de l'édifice est donnée par Perring en 1837. Lepsus l'étudie quant à lui de 1842 à 1843, ainsi que Flinders Petrie de 1881 à 1882. Les premiers dégagements interviennent avec les fouilles du site d'Abu Rawash, grâce à l'appui de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, IFAO, par Émile Chassina, entre les années 1900 et 1902. Puis Pierre Lacot en 1913, et enfin Michel Valogia de 1995 à 2007, en collaboration avec l'Université de Genève. Depuis plusieurs décennies, la plupart des chercheurs pensent qu'il s'agit bien là d'une construction pharaonique pyramidale qui s'élevait autrefois sur cette colline. Certains indices laissés dans les vieux textes, ainsi qu'une analyse des fouilles autour d'Abu Rawash, attestent de la présence de djeds d'Effré sur ce site, notamment grâce à la découverte d'artefacts. En effet, c'est lors des premiers travaux de dégagement sur le site que les fouilles de l'archéologue français Émile Chassina révèlent pour la première fois un fragment de statue portant le nom de djed d'Effré. Il découvre d'ailleurs au tout début du XXe siècle de plus en plus d'objets à l'effigie de pharaons, tous brisés ou très endommagés, dont 3 statues de ses enfants. Mais le plus important est un fragment en quartzite rouge d'une statue représentant la tête de djed d'Effré, coiffée d'un Némès et Uraeus, actuellement conservée au musée du Louvre. Depuis, un exemplaire complet d'un sphinx a aussi été découvert et est actuellement conservé au musée du Caire. Il s'agirait alors d'un des premiers exemples connus du genre. Dans l'Égypte antique, les statues étaient une représentation sacrée du pharaon, et les briser revenait à empêcher le souverain d'accéder à la vie dans l'au-delà. Émile Chassina entame des recherches sur la 4e dynastie, et pense alors que les statues détruites étaient une punition infligée à djed d'Effré. La disparition prématurée de Kawab Ier de l'histoire égyptienne conforte l'égyptologue dans son idée. Celui-ci élabore une hypothèse dans laquelle djed d'Effré assassine son frère afin d'accéder au pouvoir, puis décide de rompre les liens avec la famille royale en choisissant un site de construction différent que le plateau de Gizeh. Toujours selon Chassina, Khéphren, demi-frère de djed d'Effré, aurait tué le pharaon assassin et détruit sa pyramide, ainsi que les statues, et il aurait ensuite fait bâtir sa propre pyramide à côté de celle de son père Khéops, afin de restaurer l'ordre de la famille royale à Gizeh. Bref, cette hypothèse ne repose que sur des spéculations et ne s'appuie pas sur des sources vérifiables, car après sa mort, djed d'Effré a pu jouir d'un culte et apparaît également dans les listes royales plus tardives. De plus, à Gizeh, dans le mastaba de Mère Essanque, qui était la fille de Kawab Ier, les égyptologues ont trouvé une inscription murale mentionnant djed d'Effré gravée en son honneur. Conclusion, toutes ces preuves nous indiquent bien qu'une prise illégale du pouvoir par djed d'Effré est donc exclue. Plus récemment, le professeur et archéologue Michel Valogia essaye de comprendre l'histoire de djed d'Effré. Mais malheureusement, très peu de sources de l'époque de la 4e dynastie nous sont parvenues. Dès lors, et de manière très encadrée, les fouilles s'organisent sur la zone depuis près de 20 ans. Abu Rawash semble représenter un espace identique à la grande excavation de Zaouayat El Aryan, avec sa descendrie massive
et son puits très profond. Certains chercheurs pensent que la pyramide inachevée de Zaouïa El Aryan serait la sépulture de Baka, qui était le fils aîné de Djedefre. Bref, les caractéristiques architecturales d'Abu Rawash permettent de dater cette construction de la 4e dynastie, mais il ne reste plus qu'une base carrée sur laquelle aurait été bâti le noyau de la pyramide. La fosse creusée dans le substrat naturel est actuellement profonde de 23 mètres, et elle mesure 21 mètres de long sur 10 de large. On y accède par une tranchée au centre de la face nord. Cette descendrie, de plus de 44 mètres de long sur 5,5 de large, est inclinée à 27 degrés. Cette inclinaison orientée en direction des étoiles circumpolaires était peut-être aussi symbolique. D'ailleurs, le nom égyptien de la pyramide de Djedefre signifie qui est l'étoile Chédou, ou le ciel étoilé de Djedefre. Les points à noter sont que les deux, la fosse et le passage d'entrée, avaient été recouverts d'un calcaire fin de Toura. On peut donc se demander pourquoi cette tranchée est aussi large, une dizaine de coudées. Peut-être pour des raisons techniques, car habituellement, sur d'autres pyramides, les passages ne font que 2 coudées. Mais peut-être que ce passage a été réduit en largeur vers la fin de la construction. On a aussi une série de marques sur les pierres qui constituent les murs de cette descendrie, qui sont clairement visibles, dont un tunnel qui a été sapé. Cela nous indique qu'avant que la pyramide soit ruinée, et après que la chambre funéraire ait été scellée, d'autres personnes, comme les pilleurs de tombes, sont venues creuser ici. D'ailleurs, certains tunnels ont été sapés par erreur et n'aboutissent nulle part. D'autres contournent des blocs de granit, ce qui démontre que les pilleurs avançaient à tâtons. Cela constitue aussi une preuve concrète qu'il pourrait donc bien s'agir des restes d'une pyramide, qui devait contenir du mobilier funéraire et les richesses de Pharaon qui l'accompagnaient pour son voyage vers l'au-delà. Concernant la couverture du caveau, la présence de culées et de fragments de chevrons témoigne en faveur d'un plafond voûté en chevron, comme pour la chambre haute de la Grande Pyramide, dont les contrebutées paraissent en place. Grâce à la photogrammétrie et au scan 3D, on peut distinguer au fond de la fosse 2 pièces clairement différentes. Dans la partie ouest, un bloc de granit est scellé et encore en place, ce qui pourrait constituer une preuve qu'à cet endroit, une chambre funéraire fut réalisée en granit, comme dans la pyramide de Khéops. Dans le puits, à l'arrivée de la descendrie, une chambre de manœuvre permettait de faire pivoter le cercueil pour l'acheminer dans le caveau orienté est-ouest. Compte tenu du niveau de ses fondations, le caveau avait probablement son sarcophage de granit encastré dans l'épaisseur du dallage, à l'instar de celui de la pyramide de Khéphren à Gizeh. Certains experts pensent que Djedefre accéda au trône à l'âge de 25 ou 30 ans, ce qui est déjà un âge avancé pour construire une très grande pyramide comme celle de Khéops. On peut imaginer que Djedefre a choisi Abu Rawash pour imposer son règne et le culte grandissant du dieu solaire, mais aussi, peut-être, en raison de la topographie du site, qui était plus élevée que le plateau de Gizeh. Construire une pyramide sur une colline fait gagner du temps, puisque les fondations, le socle et le début de la structure est taillé directement dans la roche naturelle et représente, pour la pyramide de Djedefre, environ 30 à 44% de la totalité des blocs à transporter sur le chantier. Néanmoins, les prêtres architectes ont rencontré un problème lié à la nature même du calcaire de la colline qui était très fragile. En effet, des études récentes montrent que les ouvriers ont dû renforcer les fondations avec un mortier de gypse, le béton de l'époque. Par mesure de précaution, ils n'ont pas posé les pierres des assises supérieures à l'horizontale, comme pour la grande pyramide, mais ils sont revenus à l'ancienne technique dite du lit déversé, qui avait notamment déjà fait ses preuves à Saqqara, sur la pyramide à degrés de Djoser. Une partie des blocs qui constituent la couverture extérieure, qu'on appelle le parement, ont été transportés par bateau sur le Nil, car ils sont en granit rouge et proviennent des carrières d'Assouan, situées à 900 km de là. Les bâtisseurs ont sans doute choisi cette roche très dure et très solide pour renforcer la structure extérieure. Les chercheurs ont aussi déterminé que ce revêtement en granit était posé sur un sol préparé à cet effet, lit de fondation déversé. En effet, ce dispositif, en ceinturant la pyramide à sa base, était destiné à prévenir tout glissement vers l'extérieur du parement.
Les anciens bâtisseurs égyptiens partaient de chaque angle pour rejoindre le centre des faces ou apothem, dans le but de couvrir tout un rang d'assises de la future pyramide. Plusieurs équipes d'ouvriers pouvaient alors travailler par îlots pour se rejoindre et compléter les façades. Ces blocs de parement en granit étaient bien agencés et polis. On voit d'ailleurs toujours des traces d'outils laissés par les ouvriers, mais on ne sait pas exactement jusqu'à quelle hauteur ils étaient utilisés. De nos jours, les experts pensent qu'ils pouvaient arriver jusqu'à 13 mètres de haut. Actuellement, les vestiges s'élèvent à 12 mètres, et selon Michel Valogia, à la 8e assise, soit à environ 8 mètres de la base, se trouvent encore des blocs de granit, qui sont d'ailleurs toujours en place. Pour estimer la hauteur de la pyramide d'Abu Rawash, les chercheurs ont trouvé une réponse assez logique. Comme les pierres ont été inclinées vers l'intérieur en lit déversé avec un angle de 12 degrés, alors les pentes de la pyramide s'élevaient à environ 52 degrés. Avec ce raisonnement, il devient possible de calculer la hauteur de la pyramide, qui serait donc d'environ 68 mètres. Elle mesurait originellement à sa base 106 mètres sur le côté sud et 106,20 mètres sur le côté nord, avec un décalage par rapport au nord de 48 minutes d'arc vers l'ouest. Ces mesures nous permettent ainsi d'estimer la valeur de la coudée pour la construction à 0,5231 mètres. Ainsi positionnée sur cette montagne qui surplombe le plateau de Gizeh de plus de 120 mètres, la pyramide de Djedefre va naturellement dépasser celle de son père. On peut d'ailleurs comparer la pyramide de Djedefre avec celle de Mykérinos, car elles sont quasiment identiques, aussi bien par les matériaux utilisés que par la forme et le volume, qui seraient compris entre 250 000 et 325 000 m3 de pierre. La construction d'un tel édifice nécessite la création d'infrastructures pour les ouvriers, comme des ateliers, dortoirs, greniers, entrepôts, etc. Le village des ouvriers n'a pas été retrouvé, mais les études récentes ont permis de déterminer que l'emplacement le plus probable devait être là où se trouve l'actuelle ville d'Abu Rawash. Pour acheminer les blocs de granit et de calcaire fin de Toura, les anciens Égyptiens ont creusé un canal pour dévier les eaux du Nil. Les chercheurs ont aussi retrouvé ce qui semble être les vestiges d'un port, avec ce grand fossé ou dépression de plusieurs mètres en contrebas, très caractéristique. Pour accéder au site, les anciens Égyptiens ont dû s'adapter aux contraintes du terrain. Pour cela, et de façon pratique, ils ont construit une chaussée en se servant de la topographie naturelle ou géomorphologie du site. Cette route, qui servait aussi de rampe et par la suite sans doute de chaussée processionnaire, va du nord au sud sur une distance de près d'1,5 km de long. Au départ, se trouve une carrière qui est d'ailleurs de nos jours encore en activité, ainsi qu'un ancien canal relié au Nil. Tout était donc à proximité pour faciliter le travail. La pyramide n'est pas isolée. Elle fait partie d'un grand complexe funéraire, architectural, administratif et économique. Des images prises du ciel nous montrent les vestiges d'un grand mur d'enceinte à la limite de la rupture de pente d'une largeur de 2,60 m et d'un second qui entoure la pyramide d'une largeur de 4,20 m. Ce dernier regroupe à l'est les constructions cultuelles du complexe. Fait plutôt étrange, la pyramide de Djedefre est donc entourée par 2 murs d'enceinte, alors que toutes les pyramides de l'Ancien Empire n'en ont qu'un. La plus grande partie est principalement une structure rectangulaire en briques crues, de murs épais et pièces diverses. Le complexe funéraire se compose d'une chapelle principale, d'une cour à portique qui donnait accès au temple funéraire et à une salle hypostyle avec 2 chapelles. Et pour finir, on trouve une cavité ou fosse à barque funéraire de 37 mètres de long et 9,50 m de profondeur, avec, au sud, une petite pyramide de reine qui complétait le dispositif. Dans cette enceinte, 4 portes ont été fouillées. Sur l'une d'elles, un autre détail apparaît. Ici, le mur d'enceinte est en pierre calcaire, alors que la porte est en briques de boue. Pour Michel Valogia, la mort prématurée de Djedefre pourrait expliquer l'achèvement à la hâte du temple avec des briques crues. Les relevés de terrain ont aussi mis en évidence les éléments suivants. La longueur d'un côté de la pyramide, soit 203 coudées, a été implantée devant la façade septentrionale et ainsi fixe l'emplacement de la limite nord de l'enceinte extérieure. En plan, c'est l'intersection des diagonales du puits central qui a déterminé la position de l'axe nord-sud, sur lequel ont été aménagées la porte principale d'accès à la pyramide au nord.
et la porte sud dans le mur d'enceinte méridional. Le réalignement de la porte principale est donc axé sur le sommet du pyramidion. Il convient de souligner la maîtrise des bâtisseurs, notamment dans l'implantation des circulations et des portes du complexe. On retiendra en particulier l'emploi des triangles rectangles 3-4-5, utilisés pour matérialiser sur le terrain les angles droits, sans doute au moyen d'une corde divisée en 12 parties égales, marquées par des nœuds. C'est donc la géométrie mise en œuvre sur place qui nous assure que ce complexe funéraire fut entièrement achevé pour accueillir son commanditaire. À la question de savoir pourquoi la pyramide de Djedefre n'a pas survécu au ravage du temps, comme celle du plateau de Gizeh, eh bien, grâce à la mise au jour sur le site de fragments de poterie caractéristiques de l'époque romaine, ainsi que la découverte de maillets en bois datant de la même période, il semble que le site d'Abu Rawash ait très tôt servi de carrière de pierre. Les maillets étaient sans doute utilisés pour démanteler ou débiter les blocs sur place. De plus, des cavités pour la pose de grues montrent que la totalité du tombeau a été déposée à cette même époque. Par ailleurs, on a aussi l'installation d'un établissement militaire sur les ruines du temple funéraire de Djedefre. Conclusion, la pyramide d'Abu Rawash a donc servi de carrière très tôt dans son histoire. Les marchands locaux ont continué le pillage sur le site pour revendre les pierres aux plus offrants jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Cela explique son état actuel, alors que les chercheurs ont longtemps cru que le projet fut abandonné à la mort du roi et de l'accession au trône de son frère Khéphren. Mais on peut aussi imaginer qu'un séisme a peut-être commencé à endommager la structure et que la rapacité des hommes a continué et terminé le travail. Il faut néanmoins garder à l'esprit que le démantèlement d'une pyramide est un travail très long, difficile et coûteux. On a d'ailleurs un exemple avec la face nord de la pyramide de Mykérinos, qui a une entaille qui date de la fin du XIIe siècle, lorsque le fils de Saladin tenta de la démolir. Mais au bout de 8 mois, il abandonna. Pour Michel Valogia, malgré l'aspect actuel du site, il apparaît très probable que ce complexe pyramidal a été achevé lors des funérailles de Djedefre ou peu après. Plusieurs indices en rappellent d'ailleurs la pertinence, comme nous avons pu le voir tout au long de la vidéo. Et bien voilà pour ce 6e épisode dédié à Djedefre et sa pyramide. J'espère que cela vous a plu. Merci à mon groupe de recherche pour la relecture du script, ainsi qu'à vous tous. J'apprécie vraiment votre soutien. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, cela m'encourage beaucoup. Ainsi que de laisser votre meilleur commentaire et de partager. Ça aide énormément pour le référencement. Je vous dis à bientôt pour la suite, où on continuera avec un épisode hors série sur les 8 phases de la Grande Pyramide, suivi d'épisodes sur le Sphinx, Khéphren et Mykérinos.